Géopolitique internationale, bienvenue à tous et à toutes, mesdames, messieurs. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur la télévision. Nous serons ensemble jusqu'à 12h30, heure de Malabo, en Guinée équatoriale. Et on reparle ce matin de la livraison des chars allemands en Ukraine. Et si on s'acheminait vers une escalade de ce conflit, eh bien la réponse est tout au long de cette émission avec nos invités, nos experts qui vont une fois de plus nous éclairer davantage sur la suite des enjeux de cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Et puis on parlera également de la mobilisation de 500 000 soldats ici. La Russie s'apprêtait à une offensive majeure d'ici la fin du mois de mars. Nos interrogations également se pencheront sur cette mobilisation dont s'apprêterait à faire Moscou concernant la crise russo-ukrainienne. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous. Nos invités ce matin dans le cadre de cette émission, Régis Le Sommier, Luc Michel, Gamal Abina. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir tout à l'heure Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de Ormita, qui vient tout juste de rentrer de l'Ukraine où il a passé 2 semaines, où il a donc passé 2 semaines aux côtés des armées sur la ligne de front. Voilà, il nous racontera, voilà, à l'endroit de nos téléspectateurs, ce qui s'est passé sur place. Voilà, on va donc tout de suite accueillir nos invités. Gamal Abina, qu'on n'a plus besoin de présenter. Bonjour à vous, Gamal, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour et encore une fois, merci. À vos côtés, Luc Michel est également avec nous ce matin dans le cadre de Géopolitique internationale. Bonjour à vous, Luc Michel, bienvenue. Bonjour Vanessa et bonjour à toute l'équipe. Comme Gabal, je suis très heureux de vous retrouver. D'accord, merci à vous, Luc Michel. Régis Le Sommier, donc de la partie, je vous l'annonçais tout à l'heure, fidèles téléspectateurs. Bonjour à vous, Régis Le Sommier, bienvenue. Merci de nous retrouver en direct dans Géopolitique internationale. Bonjour, merci de me recevoir. Adrien Boquet, voilà, qui est également avec nous ce dimanche également. Bonjour à vous, Adrien, bienvenue. Voilà, Adrien qui n'est pas tout à fait installé, connecté avec nous. Toutefois, on va commencer avec vous, Adrien. Je veux dire, Régis Le Sommier, voilà, vous venez tout juste de rentrer de l'Ukraine où vous avez passé environ 2 semaines donc aux côtés des armées sur le front. Qu'en est-il de la situation exacte de ce côté? Je rappelle qu'on parle dans notre première thématique, donc on reparle, voilà, de cette livraison de chars allemands, et certains disent craindre une escalade du conflit. Est-ce que vous, sur place, compte tenu de ce que vous voyez sur place, est-ce que vous craignez la même chose? Oui, une escalade du conflit est en effet tout à fait possible. Moi, ce que j'ai constaté, j'étais donc du côté russe, dans la zone de Kreminaz-Vatovo, qui se trouve au nord en fait de la zone de Bakhmout. C'est en fait à l'est d'Izium, si vous voulez. J'étais avec des troupes russes qui sont là depuis, pour certaines depuis octobre. Certains sont arrivés comme au moment du premier de l'an. C'est un bataillon, en fait, une brigade qui s'appelle la brigade des vétérans. Elle est composée de beaucoup d'anciens de Tchétchénie, d'Afghanistan, donc de soldats expérimentés et qui encadrent. Leur rôle, c'est justement d'encadrer, de former les nouveaux conscrits, ceux qui ont été projetés sur le front après la mobilisation générale décrétée par Vladimir Poutine en fin septembre, et donc qui les forme et qui les entraîne et qui les amène au front, en fait. De ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'ampleur de la guerre. Quand j'ai pas mal couvert de conflits plutôt de type asymétrique jusqu'à présent, au Sahel, en Syrie, en Irak, avec un ennemi qui avait tendance à se dérober, qui tendait des embuscades, qui plantait des bombes sous les routes. Là, c'est pas du tout ça. On est face à 2 armées conventionnelles qui fonctionnent d'ailleurs avec des équipements et des armements assez identiques. C'est intéressant de constater d'ailleurs que les Russes
dans ce secteur-là, en tout cas, qui est un secteur extrêmement actif du front, disent il y a quasiment pas d'armes occidentales en fait utilisées. On reste avec la vieille quincaillerie, enfin vieille, pas forcément vieille parce qu'elle est souvent très efficace, mais avec les pièces d'artillerie de fabrication russe. Tout simplement post-soviétique que les deux armées possèdent encore. Et donc, pour revenir sur ce conflit, oui, de part et d'autre, il y a il y a un matériel assez conséquent. Du côté des Russes, j'ai été surpris par la quantité de matériel. J'ai surpris aussi par la motivation des troupes, parce que vous savez, on a beaucoup entendu que les Russes manquaient de munitions, que les soldats n'étaient pas motivés. Non, c'est pas du tout ce que j'ai constaté. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur les possibilités de percer et de passer à l'offensive, on sent bien que les Russes, et même dans le secteur dans lequel on était, on grignote en fait plus qu'autre chose actuellement, c'est-à-dire prennent des points d'appui, prennent des collines en hauteur, et du coup progressent vers dans la zone ukrainienne, et que côté ukrainien, la contre-offensive qui avait démarré en septembre, vous vous souvenez, qui s'est déroulée jusqu'en octobre, eh bien aujourd'hui est au point mort. Il n'y a pas de la contre-offensive a été quelque part bloquée, et c'est le phénomène Bakhmut en fait qui a provoqué ça, la victoire en fait des Wagner sur Soledar, la prise de Soledar a quelque part bloqué, a arrêté cette contre-offensive ukrainienne, quelque part en fixant un nombre de troupes très important dans ce secteur. Et donc aujourd'hui, c'est une sorte de partie de bras de fer qui a lieu, et c'est absolument gigantesque, c'est absolument effrayant. Moi, je vous dis, j'ai couvert beaucoup de conflits et j'ai assez rarement vu une telle intensité, notamment en termes de tirs d'artillerie c'est tout le temps, c'est de nuit, de jour. On vivait avec les soldats, donc on était dans des maisons, dans des caves, on essayait de se planquer un peu et en fait on est tout le temps à la merci d'un tir. Parfois ça passe très très près et parfois il y a la riposte d'un camp ou de l'autre. Il y a aussi les tentatives d'infiltration des Ukrainiens auxquelles j'ai pu assister aussi. Il y a vous savez, comme je disais en face, c'est une unité qui s'appelle Kraken, donc une unité avec des troupes d'élite dedans, une unité ukrainienne, et donc qui essaie régulièrement de faire des tentatives de sabotage côté russe. Donc il y a une surveillance, il y a une autre guerre qui se passe aussi, une guerre de l'ombre, je dirais. Voilà, donc c'est un moment moi particulier pour moi dans ma vie. Cette ligne de front, j'y ai passé quelques jours et j'ai rarement vu quelque chose d'aussi intense. D'accord, je vous remercie Régis Le Sommier, merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, alors Gamal Abina, une autre analyse peut-être au regard de l'évolution des choses. Je reparle bien entendu de ces chars allemands. On sait que lors de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad, dont le président russe Vladimir Poutine a d'une certaine façon mis l'Occident en garde, qui ne semble pas avoir compris ce que serait une guerre moderne contre la Russie. Et il a fait un certain parallèle avec les chars allemands en disant que les chars allemands nous menacent à nouveau. Un parallèle à ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que avec ces propos de Vladimir Poutine, on peut craindre que ce conflit ne prenne à nouveau une autre tournure? Moi, évidemment, j'ai pas la prétention d'avoir été sur la ligne de front et je vous encourage d'y aller, parce que c'est une guerre extrêmement violente, on l'a bien compris. C'est une guerre qui ressemble à des guerres de tranchées, mais ce ne sera pas une guerre de tranchées, puisqu'évidemment, il y a les avions, les drones, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de dépasser les tranchées en question. Alors, je dirais pourquoi ils font ce parallèle, parce qu'il y a, ça va leur rappeler évidemment la fameuse bataille de Kursk, qui a quand même engagé la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité, et qui a été à l'avantage des Russes, mais avec un très très lourd tribut payé, puisque quasiment 90% des forces terrestres russes avaient été détruites par les nazis, et pour autant ils ont gagné. Là, ils font référence à ces fameux Panzer, donc ces fameux chars allemands, les Léopard 2, qui vont être livrés, et ça donne le sentiment, et c'est un sentiment général de la Russie, qui a quand même perdu 26 millions d'hommes durant la Seconde Guerre mondiale, que les Allemands qui ont été forcés à envoyer ces chars. J'ai oublié que c'est les Américains qui les ont forcés. Et les Allemands engagent du matériel de haute technologie,
pour soutenir la partie ukrainienne. Et pourquoi ça leur rappelle cela? Parce qu'effectivement, il faut se souvenir qu'à la Seconde Guerre mondiale, bien que très partagée, l'Ukraine, qui était un gâteau désiré par l'Allemagne pour avoir un poil à cuit, au départ a été reçue, je parle de la population ukrainienne, a reçu les Allemands comme des libérateurs face au bolchevisme. Puis très rapidement, s'est opposé deux idéologies, celle de Himmler qui disait qu'il fallait une race allemande, donc ces fameux Aryens et que les Ukrainiens n'en étaient pas, c'était les Slaves, donc le mépris évidemment racial, et celle de Alfred Rosenberg qui disait qu'il fallait s'appuyer sur ces populations pour avoir des alliés sur place et renforcer les troupes allemandes qui n'auraient pas supporté les partisans. Ben, il se trouve que c'est la première lecture qu'il a emportée. Himmler a dit on doit traiter les Ukrainiens comme tous les Russes, donc ils les ont écrasés, effectivement, ils ont martyrisés. Mais pour autant, il y a quand même eu des sections ukrainiennes, on se rappelle de Stepan Bandera, qui ont été littéralement des nazis, avec une lecture très nazie, parce que l'Ukraine c'est un multipode de population. Donc ce que le sentiment général donné aux Russes aujourd'hui, c'est que lorsque l'Allemagne va soutenir l'Ukraine, quelque part, c'est un peu un bis repetita, elle va soutenir peut-être des populations qui sont proches de son idéologie, du point de vue russe évidemment, qui ont été déjà à une époque problématiques et qui ont soutenu pour certaines parties de la population les nazis. Et aujourd'hui, quand on va soutenir à nouveau les Ukrainiens contre les Russes, ben, c'est un peu une sorte de retour de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette idée-là, c'est une idée qui est plutôt une lecture émotionnelle, on a bien compris, et en même temps, ça donne le sentiment que les co-belligérants, parce qu'on peut parler de co-belligérance aujourd'hui, vu qu'ils fournissent beaucoup de matériel, occidentaux ne se cachent même plus pour alimenter la guerre, au lieu de proposer un terrain de débat, de discussion, peut-être de rapprochement des points de vue, et de faire comme les Turcs l'ont proposé, trouver une solution pacifique, une solution de négocier à cette guerre. Eh bien oui, le sentiment c'est qu'il y a une accélération de la guerre. Je ne crois pas, et là je serais plutôt un peu plus mesuré, je ne crois pas que les Russes ni même les Occidentaux aient un intérêt à faire en sorte qu'il y ait une escalade avec un engagement des autres forces internationales occidentales dans le conflit, mais c'est vrai que cette co-belligérance commence à être assez évidente. Donc c'est surtout ça qu'on peut craindre, c'est une accélération de la guerre, une augmentation des forces sur le terrain et donc un bain de sang, puisque c'est ce qui malheureusement va arriver en Ukraine, jusqu'à ce que quasiment toutes les forces ukrainiennes soient liquidées, parce que les Russes ne laisseront absolument pas passer cette occasion, et que surtout, il faut le rappeler, l'Ukraine c'est pas un territoire entièrement envahi par les Russes avec une détestation de la population, c'est pas l'Afghanistan. L'Ukraine, au moins la moitié de la population est favorable aux Russes. Donc cette moitié de la population n'abandonnera pas le soutien russe, bien au contraire, va les soutenir, puisqu'il y a des milices qui sont mises en place, des armées locales. Donc c'est vrai que c'est une guerre qui semble-t-il, risque de durer encore pas mal de mois, mais je ne crois pas à une généralisation du conflit. Je pense qu'il y aura une alimentation, comme ça a été le cas dans d'autres conflits qu'on a connus, même l'exemple de l'Afghanistan, par exemple, l'alimentation du conflit était massive de la part américaine, pour autant ça n'a pas été une guerre mondiale, une guerre généralisée. Donc c'est vrai que c'est ce qui risque d'arriver, une sorte de guerre par proxy, avec des Russes qui savent très bien que l'Occident est à plein régime contre la Russie, mais pour autant il n'y aura pas de débordement, je ne crois pas trop. Gamel Abina. Alors, Luc Michel, selon vous, est-ce qu'il y aurait une signification ou une intention particulière de la part du président Vladimir Poutine lorsqu'il convoque le souvenir des chars allemands à Stalingrad? C'était lors de cette célébration des 80 ans de la victoire des soviétiques sur, on va dire, les nazis. Est-ce que cela a été anodin ou alors pas du tout, selon vous, Luc Michel? Non, celui qui ne reconnaît pas les leçons de l'histoire, il commet une erreur fatale. Le régime ukrainien, c'est l'héritier des collaborateurs des nazis, Bandera chez nous. Ce sont des gens qui ont recruté des légions de la Waffen-SS ukrainienne. Donc, il est bien certain que ce qui se passe en Ukraine actuellement, le retour des panzers allemands à croix noire et blanche sur les plaines d'Ukraine, c'est dans la ligne de droite de 41. Les Américains sont décidés à infliger une défaite stratégique à la Russie. Maintenant, il ne faut pas non plus confondre la propagande avec la réalité. À Koursk, en 1943, qui est la plus grande bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est, il y avait 3500 chars soviétiques et il y avait plus de 2000 chars allemands. Aujourd'hui, l'OTAN s'apprête à envoyer 300 Abrams et Léopard en Ukraine. De l'avis de tous les experts russes et américains surtout, ce n'est pas ça qui va changer la guerre. C'est de la propagande. C'est pas 300 chars qui vont décider de l'issue de la guerre. C'est donc simplement du bluff de la part de l'OTAN. Mais éventuellement, évidemment, j'expliquais qu'on ne retient pas les leçons de l'histoire. Ils n'ont pas retenu ce qui s'est passé en août 14. En août 14, la Première Guerre mondiale,
Elle débute dans un incident de frontière entre l'armée autrichienne et l'armée serbe. Ça n'aurait jamais dû dépasser cela, mais ça a entraîné une guerre mondiale qui a duré 4 ans et qui a dévasté le monde. Voilà ce qu'il faut retenir. La Russie qui est menacée par les États-Unis, c'est une puissance nucléaire et Poutine a précisé que ce soit les nouveaux territoires russes du Donbass ou de la Crimée ou les territoires historiques de la Russie ne les laissera pas menacer. Le conseiller de Zelensky, Podolyak, a menacé Saint-Pétersbourg, Moscou et Ekaterinbourg, etc. il y a quelques jours. Cela ne sera jamais toléré par les Russes. Moi, je fais le pari que dans 5 ans, l'Ukraine n'existera plus en tant qu'État. Je vous remercie, Luc Michel. Alors, je reviens vers vous, Régis Le Sommier. Alors, vous qui étiez sur place sur la ligne de front, on a appris que la Russie va, par exemple, va très probablement lancer des millions de tracts sur les lignes de défense ukrainiennes comme à Mariupol. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que vous confirmez? C'est très difficile de savoir ce qui se passe quand on est. Enfin, les lignes de front sont tellement en fait. Si vous voulez, il y a pas quand on est là-bas, c'est une zone plus qu'une ligne. Il y a des tranchées qui parfois sont écartées de 500 mètres l'une de l'autre. Mais comme ce sont des duels d'artillerie, si vous voulez, il y a pas vraiment. Il y a des soldats qui vivent là-dedans, qui sont camouflés dans des sortes de mini-bunkers creusés. En fait, ils utilisent surtout les caves des maisons pour faire leur QG. Il y a une sorte d'habitude. Alors, pour l'histoire des tracts, je n'en sais rien. J'ai pas constaté, et personne m'a parlé de ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si vous vous souvenez du film qui s'appelle, enfin du livre qui était un livre anglais à la base, qui s'appelait Silent Night, qui était en fait, je me souviens plus du titre du film en français, mais qui était sur la nuit de Noël, le Noël 1914, où les Allemands et les Anglais avaient décidé de faire une trêve. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a aucune trêve officielle, mais que il y a quand on passe quelques jours, on se rend compte que par exemple au moment du déjeuner, au moment de midi, ça tire moins. Également le soir, et ça correspond à des périodes où les deux camps, sans se concerter en fait, décident d'arrêter de se tirer dessus. Alors c'est une sorte de pause, je dirais dans l'artillerie, dans les duels d'artillerie, et puis le soir c'est pour le ravitaillement en fait. Et il est d'usage entre les deux camps, sans que les chefs aient décidé ni quoi que ce soit, de faire des pauses. Donc il y a quand même un peu, il reste un soupçon d'humanité dans ce que moi j'ai vécu vraiment. Cette première ligne, on a été bloqué à un moment, on était sous le feu d'un tank ukrainien qui était à 500 mètres. On était séparés, notre caméraman était dans le bunker avec les Russes, et les Russes voyaient ce tank en train de nous tirer dessus. Donc toute l'opération a consisté à venir nous chercher. Ça a duré 3 heures, on a été bloqués. Enfin, ça a été l'enfer. Et quand vous vivez ça comme eux, voilà, vous comprenez que en fait tout ça c'est vraiment un jeu avec la mort permanent, et je vous dis avec ce mélange d'ultra-modernité et en même temps d'un archaïsme, d'une barbarie. Il fait très froid, c'est une offensive d'hiver. Alors, j'entendais tout à l'heure des références à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes, par exemple, on était, alors là, par contre, un peu plus sur l'arrière, à 20 km des lignes, il y a le QG du bataillon, et ce QG, il était sur des tranchées qui ont été construites par les Allemands en 42. Et un des soldats m'expliquait que voilà, ces tranchées, elles étaient plutôt bien conçues d'ailleurs. Elles ont servi à l'offensive qu'a fait à l'époque, c'était un des généraux allemands sur Kharkov. Il y a eu, je crois, 5 batailles de chars. Et donc il y a encore, et on réutilise aujourd'hui, et c'est assez normal parce que souvent les positions où étaient les armées avant, elles sont réutilisées. Souvent c'est des positions en hauteur. Donc en fait les armées reprennent des places qui avaient été utilisées il y a 80 ans en fait. Donc il y a cette résonance permanente en effet du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est quelque chose qui revient. J'entends souvent, oui, c'est l'obsession de Vladimir Poutine. Non, c'est pas que l'obsession de Vladimir Poutine, c'est l'obsession
l'obsession de beaucoup de Russes et beaucoup de soldats russes vous parlent, y compris le soldat de base. Hein, c'est pas simplement le commandant qui vous parle de ça. Il vous parle de, ils connaissent très bien leur histoire. Hein, ils ont des défauts, ils ont une certaine lourdeur opérationnelle parfois, mais ils connaissent extrêmement, ils sont complètement, véritablement hantés par cette histoire. Et le fait d'être dans des zones finalement où il y a déjà eu des combats terribles il y a 80 ans, ça donne, il y a une résonance particulière, j'ai trouvé. J'avais moins remarqué ça du côté de Kherson ou de Zaporizhzhia où j'avais pu être, mais là on est vraiment dans des zones qui ont été labourées par la guerre il y a 80 ans. Merci énormément, Régis Le Sommier. Alors, homme signale qu'Adrien Boquin est tout à fait installé. Voilà, il est avec nous. Bonjour à vous, Adrien. Bienvenue. Merci de nous retrouver en direct. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Adrien, avec vous, on va tout de suite également entrer dans le vif du sujet. Alors, on sait très bien, on sait tous d'ailleurs, que le 24 février prochain, cela fera un an que l'opération militaire spéciale de la Russie se déroule donc en Ukraine. Alors, l'armée russe et les corps des volontaires des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, qui en font désormais partie, ont désormais libéré une partie importante du territoire de ces républiques et ont assuré donc l'entrée en Russie de nouvelles formations, les régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Avec l'évolution des choses, on en parlait la dernière fois déjà, et ces chars allemands livrés, quelle est exactement l'évolution de la situation sur place, Adrien? Donc moi, ça va être très simple. Hein. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, on va reprendre des chiffres officiels. Sur un parc de à peu près 12 000 chars qu'ont l'armée russe, je parle de base, l'armée ukrainienne ne dépasse pas 2000 chars. Donc vous voyez un petit peu la différence. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, les pertes ukrainiennes sont plus nombreuses au niveau des chars que les chars qui ne sont remplacés. Donc encore une fois, les chars Léopard sont encore c'est un enfumage, tout simplement, hein, d'équipement qui va revenir. Ce qu'il faut expliquer qu'en fait ces chars qui vont arriver ne seront même pas assez nombreux pour remplacer les chars qui sont détruits au niveau de la ligne de front. Donc encore une fois, certes, ces chars sont beaucoup plus perfectionnés, mais ne pourront jamais, je dis bien jamais, combler la perte immense ici sur la ligne de front. Donc encore une fois, on en fait, si vous voulez, toute une histoire pour pas grand-chose. Non seulement certains, comme l'a dit certains députés, beaucoup de chars vont être brûlés, comme l'a dit un député de la Douma, mais il y a surtout ce manque, et comme je vous l'avais déjà précisé il y a quelques mois, l'armée ukrainienne, ont des pertes énormes en termes de véhicules blindés, et ils n'arrivent pas à combler justement ces véhicules blindés. C'est aussi pour ça que l'armée ukrainienne a demandé de l'artillerie, on va dire, plus lourde, notamment des missiles à longue distance pour pouvoir aussi taper un petit peu plus loin et éventuellement venir taper du côté russe au niveau des réserves de chars ou des unités blindées qui sont du côté du Lugansk ou de Donetsk côté russe au niveau de la frontière. Là, nous, ce qu'on entend, c'est que, enfin, même là actuellement, il y a des déplacements, pas mal de déplacements d'unités blindées pour justement pallier à ces futures attaques qui pourraient avoir lieu. Justement, c'est sur ces unités blindées pour éviter justement des pertes lourdes. Donc actuellement, là, moi, sur les 3 derniers jours, là, je suis à 22 km de Bakhmout. On a des déplacements donc de chars et d'unités blindées justement qui sont déplacés pour éviter parce que on aurait des informations comme quoi des armes auraient été livrées il y a plusieurs semaines pour justement attaquer certaines unités blindées du côté russe. Donc je pense que ça devrait sortir d'ici quelques jours, parce qu'il faut bien comprendre que il y a un léger décalage entre les informations qui sont on va dire mis au niveau des médias occidentaux et les informations réelles ici. C'est-à-dire là, hein, ces derniers mois, on a souvent vu, si vous voulez, je vais vous donner un exemple très simple, les canons français TRF-1, qui sont des canons qui peuvent tirer entre jusqu'à 30 à 35 km, qui n'avaient pas annoncé, on était plutôt sur le mois de septembre, n'avaient pas annoncé
qu'ils avaient donné justement ces canons-là. Et nous, en fait, on a expertisé des obus qui étaient tirés par des canons de TRF-1 début septembre. Et en fait, on s'est aperçu que la France, et on a su l'information 1 mois et demi après, que la France, en fait, avait rénové donc des canons TRF-1 et avait livré ces canons-là à la mi-août. Et en fait, cette information n'était absolument pas sortie au niveau des médias et on a appris ça au niveau de fin septembre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a toujours et souvent un décalage. Ça peut être de quelques semaines ou voire quelques mois sur certaines livraisons au niveau de l'armement. C'est pour ça qu'ici dans le Donbass, on peut voir et des fois constater certaines armes qui à la base n'ont pas été livrées officiellement et quelques semaines après, on a cette annonce officielle que des canons ou certaines munitions ont été livrés. C'est pour ça que maintenant, les Russes essayent d'anticiper tout ça, parce que vous l'avez compris, maintenant on parle d'armes qui auraient été livrées donc du côté ukrainien, qui auraient donc les capacités de venir détruire certaines unités donc blindées qui sont actuellement dans le Lugansk et dans le Donbass. Donc certaines unités sont en déplacement actuellement pour tout simplement les épargner et éviter justement d'avoir une perte trop lourde. Là, au niveau de Bakhmout, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, ils ont commencé ce qu'on appelle le nettoyage. Je m'explique. C'est certains nettoyages de certaines zones où il y a encore certains snipers, certaines zones avec des mines, etc., etc. En fait, c'est exactement le même procédé qu'il y a eu à Soledar. Donc la prise de la ville, certains nettoyages sur certains districts, et après on aura la prise officielle de Bakhmout qui devrait être dans les jours à venir, peut-être dans les semaines à venir, parce qu'il y a une résistance. Il y a surtout une résistance attendue du côté du régime de Kiev, comme vous l'avez entendu, le régime de Kiev a dit qu'il ferait tout pour tenir et ne pas partir de Bakhmout. Pour cela, il faut que le régime de Kiev puisse avoir les armes et l'armement qui a été promis par l'Europe. Il faut qu'ils les reçoivent et qu'il faut qu'ils arrivent à l'acheminer en bon temps. Moi, personnellement, de ce que je vois sur place, ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire que l'armée russe a une certaine majorité au niveau de l'offensive actuellement, même sur le flanc est de Bakhmout. Et je vois très mal l'armée ukrainienne pouvoir reprendre, si vous voulez, ce qu'ils ont perdu. C'est-à-dire que là, ils résistent. Au début, on avait des offensives de l'armée ukrainienne. Il n'y a plus d'offensive au niveau de Bakhmout, au niveau de l'armée ukrainienne. Il n'y a que, on va dire, des postes qui sont défendus. Donc là, maintenant, on est sur une phase, sur les flancs est et flancs ouest de Bakhmout, où l'armée russe donc, fait des offensives. Donc là, c'est complètement différent. Et une fois que ces offensives donc seront terminées, la seule décision que pourra prendre donc l'armée ukrainienne, c'est ou de se retirer, ou malheureusement, ça sera le même issue que Soledar, c'est-à-dire qu'ils n'auront qu'une issue pour s'enfuir. Et comme on l'a vu dans Soledar, ils ont eu un temps tellement limité pour pouvoir partir de la ville de Soledar, ils en ont laissé des centaines et des centaines de cadavres de leurs propres militaires. Alors, l'armée ukrainienne a dit que, soi-disant, l'armée russe ne leur avait pas laissé le temps de récupérer leurs cadavres, etc. Moi, étant sur place, je vous assure que cela est totalement faux. Pour vous dire à quel point j'étais avec un certain commandement que je pourrais pas citer, qui avait laissé une certaine route et qui avait laissé un délai à l'armée ukrainienne pour venir récupérer justement leurs cadavres qu'ils avaient entreposés dans certains endroits dans Soledar. L'armée ukrainienne a refusé de revenir chercher leurs soldats et ont préféré donc partir et laisser leurs soldats. Voilà ce qui s'était passé sur les derniers jours au niveau de Soledar. J'espère qu'il va pas se repasser la même chose au niveau de Bakhmout, parce que moi je trouve ça quand même indécent au niveau, que ça soit l'armée russe ou l'armée ukrainienne, ou n'importe quelle armée dans le monde, la base c'est quand même de récupérer ces soldats morts au combat pour pouvoir les ramener à leur famille et surtout leur donner les honneurs qu'ils méritent. Et ça, malheureusement, on a vu qu'avec le régime de Kiev, ce n'était pas l'obligation première de l'armée ukrainienne. Que je trouve ça un petit peu dommage, même au niveau de l'honneur
et des principes militaires en règle générale. Actuellement, je ne sais pas si vous avez vu hein, la météo, on a une vague de froid là depuis quelques jours qui est tombée même sur le Donbass, sur Donetsk et au niveau de Soledar. Donc on est redescendu là à peu près, même au niveau de la nuit, en dessous de -10. Donc ça a regelé. On avait certains lacs, certains cours d'eau là qui étaient en train justement de dégeler, qui ont regelé. Donc ça a restoppé on va dire certaines choses qui avaient été mises en place par l'armée russe. Et notamment aussi de l'armée ukrainienne. Il faut bien comprendre, hein, et comme je l'avais expliqué, là, ce que tout le monde attend, hein, que ce soit le régime de Kiev ou l'armée russe, c'est ce changement de température, donc l'augmentation de température qui va changer radicalement l'issue de la guerre. Dès que les températures vont remonter, que tout va dégeler, etc., la guerre va prendre une tournure complètement différente. C'est-à-dire que tout ce qui est blindé, véhicules vont pouvoir avancer normalement, les attaques terrestres vont pouvoir reprendre comme l'année dernière, sauf que là, comme vous l'avez vu, en nombre d'hommes et en nombre de véhicules, etc., on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres que l'année dernière. C'est pour ça que moi, je vous annonce hein, personnellement et de ce que je vis ici, que cette guerre va être extrêmement intensive en 2023, printemps 2023. Pour moi, ça va être un enfer. C'est-à-dire qu'on a eu le printemps 2022 qui, entre guillemets, était assez light parce que c'était un début de guerre, c'était des offensives assez particulières. Là, l'armée russe a eu le temps de former ses hommes. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a plus de 100 000 hommes, entre 100 et 150 000 hommes qui sont actuellement en fin de formation au niveau de camps d'entraînement du Lugansk et sur les camps au niveau de Rostov, donc côté russe. Et tous ces hommes-là, d'ici un mois et demi, vont être mis en place au niveau des unités donc sur la ligne de front du Donbass. Et comme vous le savez, il y a eu un rappel et une mise en route actuellement de plus de 500 000 hommes, hein, mais je pense que ça sera dans la deuxième partie de l'émission, donc on en parlera après. Et voilà pour le point de la situation ici dans le Donbass. Énormément, Adrien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, j'aimerais revenir avec vous, avant de passer la parole tout à l'heure à Gamal Abina, avec vous, Régis Le Sommier, sur la réalité sur le terrain, parce que vous venez quand même de passer 2 semaines aux côtés des forces des armées là-bas. Alors, parlez-nous un peu de l'héroïsme des soldats ukrainiens, tant vantés sur les plateaux télé. Est-ce que, selon vous, il y aurait un quelconque déphasage entre l'héroïsme des soldats ukrainiens, tant vantés sur les plateaux, dont on entend parler tout le temps, et la réalité sur le terrain? Moi, je crois qu'il y a de l'héroïsme des deux côtés. Je veux pas. C'est, je vous dis, une guerre avec des gens qui sont expérimentés. Les chefs sont expérimentés. Ceux qui ont repris du service côté ukrainien comme du côté russe ont déjà fait la guerre, donc ils encadrent. Ce qui est intéressant, c'est que la question des 300 000 conscrits, en tout cas de la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine, c'est que en fait ce sont des anciens qui les forment. Alors il y a une formation à tout type d'armement et ensuite qui les encadrent pour aller au front. Ce qui est intéressant, c'est que la configuration Wagner de la SMP, donc de la société militaire privée, elle est répandue aussi. Il n'y a pas que Wagner, il y a d'autres SMP qui agissent et qui fonctionnent sur le front avec des unités régulières de l'armée. Nous, c'était la 16e brigade blindée qui fonctionnait donc avec cette brigade de vétérans qui donc encadre et amène les nouveaux conscrits au front. Donc ça, ce qui était très intéressant, c'est de pouvoir assister à ça. Et face à eux, bah oui, il y a des gens, je veux dire, il y a des tentatives d'infiltration, de sabotage, il y a des commandos ukrainiens. Et je pense que les Russes, ça j'ai pas la confirmation, mais je pense que les Russes font la même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment une guerre entre des gens qui savent ce que c'est que la guerre et qui sont extrêmement expérimentés. Le drame, c'est cette artillerie permanente, parce que les blessures par l'artillerie, c'est quelque chose
toute guerre est atroce, hein, je fais pas de gradation, mais quand il y a de l'artillerie, il y a énormément de blessures atroces. Discuter justement avec des infirmiers sur le type de blessures, comment ils agissent, c'est parfois très compliqué, leur travail est très compliqué dans ces zones. Maintenant, non, je crois que de part et d'autre, il y a il n'y a pas plus d'héroïsme. Chacun, par contre, est très motivé. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont motivés par la défense de leur pays, ce qui est tout à fait normal. Et puis les Russes sont motivés par se souvenir l'histoire, voilà, l'histoire aussi de la défense de la patrie. Donc, par contre, oui, on avait entendu sur les plateaux de télé que les Russes ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Non, le soldat russe sait très bien pourquoi il se bat. Et ça, voilà, moi, je ne rentre jamais. Je refuse quand je constate sur place de rentrer dans un espèce de démonisation de l'adversaire. Il y a une guerre, elle est terrible. Les motivations de cette guerre, on peut en discuter, mais au niveau des combattants, voilà, ce sont des hommes très courageux qui malheureusement meurent par centaines tous les jours. Alors, Gamal Abina, on a écouté tout à l'heure Adrien Broquet dire que de toutes les façons, il y a de fortes chances de penser que la guerre en 2023, en cette année 2023, va peut-être prendre une autre tournure. Alors, si c'est bien le cas, est-ce que vous partagez aussi l'idée selon laquelle, ou du moins l'analyse de ceux qui pensent qu'est bien la guerre en Ukraine n'est aucunement une guerre mondiale, mais tout simplement, mais juste une guerre occidentale, quelle qu'en soit la tournure qu'elle prendra dans les mois à venir? Je dirais pas que c'est qu'une guerre occidentale, parce que quand on fait la guerre, on est à deux. Ensuite, j'utilise pas les termes que je n'aime pas du tout entendre ça, opération spéciale. La guerre, c'est la guerre. Quand on envoie des avions, des chars, des hommes au combat, ça s'appelle une guerre. Opération spéciale, c'est pour redonner le sentiment que c'est une sorte d'opération militaire. Ça rappelle un peu la France en Algérie, les événements d'Algérie, on envoyait des forces sur place pour sécuriser en disant que c'était pour amener la paix civile, mais une guerre est une guerre. Il faut donner le nom, ça s'arrête de se cacher dans son petit doigt. Ouais. Donc au départ, la guerre a commencé avec très peu de soldats. Il y avait à peu près 200 000 soldats russes qui étaient engagés, avec l'espoir d'un coup d'État à Kiev. Ça n'est pas arrivé. Les positions sont figées. Alors il y a une partie évidemment pro, je l'ai rappelé, puisque pendant 8 ans quand même la guerre avait déjà commencé. On a tendance à parler de guerre qui commence l'année dernière, ça a commencé il y a 8 ans, en 2014, après le coup d'État de Maïdan. Et donc ça fait très longtemps que les Occidentaux poussent les Ukrainiens à se radicaliser. Il y avait la politique russe, les anti-russes. Ça fait très longtemps qu'ils tirent leurs cartes. On se souvient de cette fameuse blonde corrompue qui passait son temps à jouer un petit peu les saintes nitouches de la liberté et de la démocratie parce qu'elle voulait absolument une alliance avec l'Occident. Quand de l'autre côté, il y avait les Yanukovych, tous les opposants étaient toujours en front, quasiment, c'était extrêmement frontal, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut jamais oublier une chose importante, c'est une guerre, effectivement, qui est alimentée de l'extérieur, parce qu'une guerre civile, ça ne se fait pas tout seul. C'est comme les guerres d'Espagne, c'est tout un tas de factions qui étaient externes et qui alimentaient la guerre. D'ailleurs, on oubliait que la guerre d'Espagne, c'est intéressant de le dire, ceux qui étaient là pour soi-disant garantir la paix, c'était les Occidentaux évidemment, les Anglais, les Français, les Américains, mais il y avait aussi les nazis et aussi les Italiens. Tout le monde était là. Tout le monde était sur les frontières espagnoles et sur la côte pour empêcher l'alimentation de la guerre, mais tout le monde alimentait la guerre parce qu'une guerre civile est alimentée, comme je le dis, de l'extérieur. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre occidentale? Oui, c'est une guerre alimentée à nouveau par l'Occident, qui est voulue, qui est encouragée parce que ils sont en train de se débarrasser, c'est ça qui est grave, du vieux matériel militaire un petit peu inutile qui n'a pas été utilisé pendant 30 ans. Donc là, on déverse toute sa ferraille sur l'Ukraine. On ne donne pas la technologie, on donne très peu de chars. C'est bien que Luc l'a rappelé, il a envoyé 300 chars. Quand les Russes ont été attaqués par l'opération Barbarossa, par les nazis, c'était plus de 3000 chars, pas 300 chars. Donc la différence, elle est évidente. On n'est pas dans la même période, on n'a pas les mêmes moyens, c'est pas la même technologie, c'est pas la même propagande. Mais il n'en demeure pas moins que le résultat sur le terrain, c'est des hommes qui s'affrontent. Et c'est vrai de rappeler que le courage, Monsieur Semi a raison de le rappeler, quand on fait la guerre, il faut être courageux. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Je veux dire, il faut être courageux et y croire. Et donc c'est un bain de sang inutile qui est alimenté de l'extérieur. C'est un bain de sang qui est voulu par les États-Unis, qui a fragilisé largement l'Europe par rapport à l'économie. C'est une intention américaine qui est calculée. C'est toujours eux qui tirent les barreaux du feu d'ailleurs à chaque guerre. Chaque guerre, la première et la seconde guerre mondiale, c'était les seuls grands gagnants. Tout le monde a été perdant. Et là, aujourd'hui, effectivement, on se retrouve encore dans la même situation. Sauf que il y a une erreur de stratégie de calcul qui a été faite par les États-Unis, c'est qu'ils ont cru que la Russie soviétique des années 80, qui était sur la fin de vie, qui était en perte de vitesse, qui avait perdu la guerre
froide sur le plan militaire, puisque l'opération d'intoxication de Reagan de la guerre des étoiles a fonctionné, ça a épuisé l'économie russe. Eh bien, cette guerre afghane était une guerre sur un théâtre d'opération où ils étaient détestés par les Afghans. Donc c'est beaucoup plus simple de vaincre des Russes qui étaient en fin de vie, avec une économie moribonde, avec une population qui était fatiguée de cette guerre, par rapport à une guerre aujourd'hui où les Russes ont un soutien local, c'est pas rien le soutien local du Donbass, où surtout ils ont une économie florissante, contrairement à la tentative d'asphyxie de l'économie russe, ça a été le contraire, ça les a boostés, et il faut se rappeler une chose, c'est important, où effectivement, la Russie aujourd'hui n'est pas le système soviétique archaïque avec une économie planifiée et avec une capacité à pouvoir produire massivement des armes. Aujourd'hui, les Russes produisent des armes autant qu'ils veulent. Ils en vendent d'ailleurs, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, les Russes sont très aguerris. C'est bien de rappeler quand même que la guerre froide, c'était la chute de l'Union soviétique, ça a été la défaite afghane, c'est vrai. Sauf qu'après la guerre froide, en 94, 98, 2003, les Russes n'ont pas cessé de faire les guerres pour garantir leurs frontières. Je parle des guerres d'Afghanistan, évidemment. Des guerres, excuse-moi, de l'Ingouchie pour partie, surtout la Tchétchénie, évidemment. Ensuite, il y a eu les expérimentations syriennes, on s'en souvient. Donc les Russes ont l'habitude aujourd'hui de projeter leurs armes à l'extérieur et de garantir une guerre. Et là, c'est pire, ils jouent à domicile. Faut jamais oublier que la logistique russe, elle est complètement évidente et facile. Il suffit ils tiennent le ciel, donc ils sont pas bombardés. Il suffit d'alimenter en char du matin au soir le front. Ils sont capables d'alimenter du matin au soir, j'allais dire, l'alimentation en matière de missiles, d'armement, de munitions. Les Russes n'ont aucun problème pour alimenter cette guerre, et les Russes ont en face d'eux des gens qui font croire qu'ils soutiennent l'Ukraine. Du bout d'elle en réalité, en envoyant très peu d'armement, en négociant pour savoir s'il faut les envoyer ou pas. Enfin, on en est là aujourd'hui. On est du côté front occidental à un soutien qui paraît un petit peu quand même un peu léger à mon sens, avec des excuses grossières type technologie impossible à maîtriser par les Ukrainiens ou simplement pas assez de chars, ce qui est quand même assez pathétique. Et de l'autre côté, des Russes qui sont déterminés. Donc cette guerre sera effectivement, pour conclure mon propos, un bain de sang. On le sait très bien malheureusement. Les Ukrainiens vont payer un très lourd tribut, alors qu'on aurait pu épargner ça. Et moi, je suis évidemment frontalement opposé à ce genre de guerre inutile qui tue des gens, des innocents, parce que tous ceux qui meurent sont innocents en vérité, pour le plaisir de quelques oligarques et quelques corrompus. Et à l'arrivée, eh bien, de toute façon, la Russie finira par remporter la mise parce qu'il est impossible qu'elle soit défaite chez elle. Et de l'autre côté, l'Occident va démontrer une trahison de l'Ukraine qui est évidente aujourd'hui, puisqu'ils n'ont même pas été capables de faire des sanctions totales contre la Russie, et surtout une trahison de l'Ukraine en matière d'équipement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que M. Zelensky est en position de mendiant. Il mendie des avions de combat, il mendie des chars de combat, il se contente juste du minimum des miettes qu'on lui envoie comme les Français avec les AMX, c'est vous dire un peu le niveau. Donc oui, cette guerre va être très difficile, va être très violente, ils sont déterminés de chaque côté, on l'a compris, mais ceux qui remporteront la mise, malheureusement pour l'Ukraine, ce seront les Russes, et ils vont conserver leur position. Que ce soit le sud de l'Ukraine, toute la partie, la Crimée, tous les territoires qui sont frontaliers à la mer vont être annexés par la Russie de fait, et que ce soit évidemment l'est de l'Ukraine qui sera jamais reprise. Tout ce qui est du côté est du Dniepr ne sera pas reprise par les Ukrainiens. Donc, et quels Ukrainiens en plus. Donc c'est vrai que on peut penser à une accélération de la guerre au printemps. L'offensive de printemps va être extrêmement violente, ça c'est une certitude. Et je rappelle tout de même, pour finir mon propos, en dépit de la propagande permanente dans les médias français qui est vraiment ridicule pour le coup, rappelons tout de même que toutes les villes qui ont été reprises entre guillemets par les Ukrainiens, ce ne sont que des villes qui ont été concédées par les Russes pour une reprise stratégique. Il n'y a jamais eu de reprise effective par les armes. Donc ça, c'est quelque chose qui dit que si les Russes sont partis volontairement, ils peuvent revenir volontairement avec les moyens adaptés. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on va s'attendre et je m'y attends de toute façon, à une offensive extrêmement violente au printemps qui risque vraiment de mettre la partie ukrainienne en difficulté. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, Luc Michel, est-ce que, au regard de la situation concernant ce conflit depuis le début, est-ce qu'au regard de tous les événements justement survenus depuis le début de ce conflit jusqu'au 24 février prochain, est-ce qu'on peut affirmer, selon vous, est-ce qu'on peut affirmer sans risque de se tromper, finalement, que ce conflit en Ukraine ressemble beaucoup, alors où est comme l'héritage de la victoire de l'URSS face à Hitler? Écoutez, ça ressemble aux guerres de la dernière décennie de la guerre froide, en 1980-90. Il y avait des guerres par procuration locale, au Mozambique, en Angola, au Cap-Vert, en Afghanistan. C'est la même chose qui se passe. Ici, ce n'est pas une guerre de l'OTAN contre la Russie, même si l'OTAN fournit les Ukrainiens. C'est une guerre locale
par procuration des Ukrainiens contre les Russes. Dans cette guerre, il y a deux aspects. Il y a la réalité du front, c'est-à-dire des opérations militaires brutales, mais limitées à un théâtre d'opération. Et il y a la guerre médiatique, ce que les Français appellent maintenant la cyberguerre. Il ne faut pas confondre les deux. Ce qu'on raconte sur les plateaux de télévision français, britanniques ou allemands, et la réalité du terrain, c'est deux choses totalement différentes. La troisième chose qui se déroule actuellement, c'était le deuxième but de guerre de Poutine en Ukraine. C'est une guerre économique pour dédollariser le monde, mais qui n'a rien à voir avec les opérations militaires. Je ne crois donc pas que l'Ukraine débouchera sur une guerre mondiale. L'OTAN va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien. Et à la fin de ce cycle, l'Ukraine va disparaître en tant qu'État. Vous savez que les voisins de l'Ukraine, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Roumanie, etc., ils lorgnent les provinces qui leur appartenaient avant 1917 ou avant 1944. Il y a déjà des plans hongrois, des plans roumains, des plans polonais pour reconquérir leur ancienne province qui appartiennent aujourd'hui à l'Ukraine. C'est donc cela, à la fin de la guerre, on verra un partage de l'Ukraine entre la Russie et les pays de l'OTAN d'Europe centrale. Pour cette analyse. Alors je reviens vers vous, Régis Le Sommier. Tout à l'heure, je disais que dans quelques jours seulement, le 24 février prochain, ce sera dans un an qu'aura commencé cette opération militaire spéciale, voilà, que Gamal Abina choisit d'appeler toujours par la guerre, parce que selon lui, voilà, une guerre, c'est une guerre. Alors, certains analystes, eh bien, pensent que la confrontation actuelle, c'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, avec le soutien bien sûr de l'Occident, eh bien, que cette confrontation finalement a toujours existé depuis, on va dire, la nuit des temps. Est-ce que vous partagez cet avis? Écoutez, moi j'ai longtemps séjourné aux États-Unis, j'y étais correspondant pour Paris Match pendant pratiquement 7 ans, entre 2003 et 2010. J'étais très souvent à Washington, j'ai beaucoup travaillé, comme je l'ai déjà dit, avec l'armée américaine. Ce que je sais, c'est que d'un point de vue, je connais un peu moins le monde russe, même si j'ai fait quelques séjours aussi. Mais ce que je sais, c'est que il y a eu pendant toutes ces années, moi, ma carrière, elle a été faite entre 2001 avec l'affaire des Twin Towers, enfin les attentats d'Al-Qaïda et la chute des talibans et le retour des talibans 20 ans plus tard. Donc pendant cette parenthèse, cette période, le monde entier était évidemment tourné vers la menace djihadiste qui affectait toute la planète, et donc ce vieux conflit Est-Ouest était passé un petit peu au deuxième plan, même si il y a eu faut rappeler la guerre dans le Donbass, il y a eu l'affaire de la guerre en Géorgie en 2008, donc il y a eu par moments ce conflit s'est réactivé, si vous voulez, mais il était passé au second plan face à cette menace islamiste planétaire. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'aux États-Unis, il y a toujours eu, dans des sphères de pouvoir, dans des think tanks à Washington et à New York, une sorte de conscience que ça allait redémarrer, presque de souhait. Vous aviez des personnages, moi j'avais rencontré John McCain par exemple, ou Lindsey Graham, qui étaient donc des sénateurs américains très interventionnistes, hein, dès qu'il y avait une occasion, c'était il faut envoyer des troupes, etc. Mais chez des personnages comme McCain ou Graham, il y a toujours eu ce sentiment un petit peu que le vieux conflit, il était toujours là, et que tout ce qui se passait était une sorte de dérivatif en fait, et qu'un jour ce mano à mano entre Yankee et Ruskov recommencerait parce que il était souhaitable et il fallait en finir quelque part. Donc autant les Russes parfois, tels que j'ai pu les pratiquer depuis, montrent parfois une espèce d'obsession quasi structurante en fait autour de la Seconde Guerre mondiale et des fameux quelques 25 millions d'hommes perdus. C'est une donnée et une présence de la Seconde Guerre mondiale
que nous Français on ne comprend pas. C'est plus que leur débarquement en fait. Stalingrad, par exemple, la victoire de Stalingrad, c'est quelque chose qui est complètement dans l'âme russe. Et ça, on a du mal à le comprendre. Donc cette perte colossale de troupes et cette victoire de la Seconde Guerre mondiale est encore extrêmement présente. Mais de l'autre côté, chez les Américains, il y a une conscience que ce vieux duel avec la Russie à l'époque soviétique et maintenant qui est redevenu et qui a récupéré ses lettres de noblesse à l'international, eh bien, doit se poursuivre. En fait, c'est comme si on avait mis entre parenthèses tout ça pendant 20 ans et que maintenant, aujourd'hui, on se retrouve dans ce vieux mano à mano qui existait d'ailleurs même avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que on sait très bien que les Russes et les Américains dans leur course à l'armement, à l'arme atomique, dans la course à l'espace, souvenez-vous aussi, qui a monopolisé les années 50, eh bien c'était la compétition, c'était la grande compétition. Et chez les Américains, notamment chez les généraux américains, il y a une forme de, je les appelle moi les orphelins de la guerre froide. Je connais très bien David Petraeus. J'ai rencontré Stanley McChrystal ou l'amiral McRaven également, qui étaient donc des grandes figures des guerres Irak, Afghanistan. Ce sont tous des hommes qui ont terminé West Point en 76, donc qui étaient jeunes officiers juste après le Vietnam et qui ont subi la défaite du Vietnam comme une forme d'humiliation absolue. Et d'humiliation, l'Amérique était humiliée. Oui, c'est une guerre qui traumatise, qui a toujours traumatisé les Américains. Et cette guerre, eh bien, ils l'attribuent à qui? Ils l'attribuent pas nécessairement directement aux Russes, mais aux Russes et aux Chinois. Donc ce vieux conflit, il existe toujours. Et dans la culture politique de ces hommes-là, eh bien, il est enraciné. Et ce qui s'est passé avec les djihadistes, c'était une sorte de perte de temps un peu pour eux. Donc je pense que aujourd'hui, oui, il y a une forme de retour à ça. Il y a des gens qui ont des attitudes extrêmement, qui ont l'impression d'être revenus aux fondamentaux, quoi, en fait. Voilà. Régis Le Sommier, merci beaucoup. Alors, merci. Je reviens vers vous, Adrien Boquet. Tout à l'heure, vous disiez, Adrien, que selon vous, eh bien, ce conflit pourrait, je dis bien pourrait, éventuellement prendre une autre tournure en cette année, dans le cours de cette année 2023. Mais finalement, au regard de la situation, au regard des événements depuis le début, depuis pratiquement un an déjà, est-ce qu'on peut affirmer, selon vous, Adrien, que finalement, ce conflit en Ukraine ressemble à un conflit finalement existentiel pour Moscou? Existentiel, je ne sais pas, mais un conflit qui devait arriver, certainement. C'est-à-dire que je pense que la Russie n'a fait que repousser l'inévitable jusqu'à ce mois de février donc 2022. Ce mois de février est arrivé et voilà, l'inévitable est arrivé. Moi, je pense que c'était à prévoir. Si pour les personnes qui connaissent bien donc l'histoire du Donbass, depuis 2014, comme on l'a dit, la guerre n'a pas démarré en février 2022, mais depuis 2014 et peut-être même un petit peu au-delà. Voilà, il faut juste revenir dans l'histoire, revenir dans tout ce qui s'est passé, l'accord de Minsk numéro 1, l'accord de Minsk numéro 2, qui n'a pas été respecté ni de l'un ni de l'autre selon les accords passés. Donc c'était, si vous voulez, je vais pas dire une cause perdue, mais une guerre, je pense, inévitable. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la date de ce début de ce conflit, mais on savait que les Russes, un jour ou l'autre, en fait, allaient réagir très fortement. Ça a été au mois de février 2022, mais voilà. Le problème de ce qui se passe en Occident, c'est que la plupart de la population française ou occidentale ne connaît pas l'histoire de l'Ukraine, ne connaît pas l'histoire du Donbass depuis 2014. Du coup, ces personnes-là, et malheureusement, découvrent une guerre qui, pour eux, ont commencé donc en février 2022, qui est terrible. Donc, on voit un autre pays arriver dans un autre pays, comme sous forme d'occupation, un petit peu comme avaient fait les Allemands donc dans la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont cette image de la Deuxième Guerre mondiale des Allemands qui arrivent un petit peu pour gratiner dans tous les pays. Et du coup,
ça a généré, je pense, une certaine peur chez une certaine population qui malheureusement n'est pas cultivée dans le bon sens. Mais c'est pas tout ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai précisé, il y a une histoire. C'est la même chose. On peut revenir sur l'utilisation de l'armement. Moi, ça fait 8 mois, pratiquement 8 mois que je suis ici. J'expertise, on voit les armes. On a établi à peu près à 75% actuellement, 75% des armes utilisées dans le Donbass sont d'origine américaine ou occidentale. Donc déjà, et on pouvait voir aussi que depuis 2014, donc de 2014 à 2022, il y avait aussi des armes, alors pas qui étaient données, mais qui avaient été vendues à l'armée ukrainienne, et certains armements, donc du coup, étaient même utilisés avant février 2022 par l'armée ukrainienne. Donc nous avions déjà ici dans le Donbass de l'utilisation des armes occidentales en très petite quantité ou sur des armes très particulières. Mais effectivement, depuis le mois de février et principalement depuis le mois de juillet 2022, on a passé la barre des 60-65% d'utilisation des armes. Et justement, en revenant à ces armes-là, je voudrais justement poser une question à Régis Le Sommier, que justement ce que vous avez parlé dans les médias français actuellement. Voilà, une question qui m'a un petit peu surpris. Vous avez dit que quand vous êtes venu pendant les 10 jours, vous me dites si je me trompe, vous avez dit à certains médias français que vous n'aviez pas vu d'armement occidental. Vous allez m'expliquer, mais je trouve ça très étonnant. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis ici depuis 8 mois. À 75%, les armes que je vois ici sont d'origine occidentale ou américaine. Donc, je me pose la question, comment, en 10 jours, vous n'avez pas pu voir une seule arme occidentale? Alors, peut-être que j'ai mal compris, que vous parliez peut-être d'un endroit particulier, mais est-ce que c'est vrai, pour vous, pendant 10 jours, vous n'avez vu aucune arme occidentale? Pendant 10 jours, je n'ai vu aucune arme occidentale. C'est pas moi qui le dis. C'est un sergent, notamment avec qui j'ai passé pas mal de temps, donc 3 heures sur la ligne de front, et j'ai eu le temps de l'interroger sur justement la question des morts que vous avez évoqué tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y a pas de trêve pour récupérer les morts, que ils sont habitués à aller les chercher pendant la nuit. Que le matin même, d'ailleurs, au moment où on était avec lui, les Russes avaient perdu 3 morts, mais ils ne pouvaient pas vu l'intensité des tirs, ils ne pouvaient pas aller les chercher. Ils étaient dans un ravin juste à côté de la ferme dans laquelle on était calfeutrés. Et donc il n'y avait pas de possibilité, ils pouvaient pas aller chercher leurs soldats. Et ils m'expliquaient qu'ils faisaient ça pendant la nuit, qu'ils les mettaient sur leur dos et qu'ils les ramenaient, etc. Et que les Ukrainiens faisaient aussi la même chose, puisqu'il n'y avait pas d'accord en fait. Et je trouvais ça surprenant parce que j'ai même vu moi en Syrie des sortes de cessez-le-feu tacite entre les mecs d'Assad et en face les djihadistes, notamment dans la zone de la Routa à l'est de Damas, où il y a une sorte de trêve qui était fait pour récupérer les corps des combattants. Là, ça n'est pas le cas. Il faut qu'ils prennent le risque pour aller le faire. Et puis pour la question des armes, justement, puisque c'est votre question, non, ce qu'il m'a expliqué, je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez des missiles HIMARS? Alors je ne dis pas que j'ai vu des armes occidentales en Ukraine et dans la région de Kherson beaucoup d'ailleurs. Le pont j'ai pu constater quand j'y étais, c'était en septembre, le pont Antonovski détruit par les HIMARS. Un certain nombre de véhicules aussi avaient été détruits par un autre type d'armement, notamment des véhicules des batteries anti-aériennes russes qui avaient été détectées par ces missiles, et ces missiles peuvent détecter les batteries anti-aériennes même quand elles sont éteintes. Donc il y a des armes extrêmement performantes, et j'ai pu constater aussi à quel point ces armes occidentales avaient rétabli un correctif sur le champ de bataille. Là, dans le Donbass, non, ce que j'ai vu, ce sont essentiellement des échanges d'artillerie avec le même type d'obus. Et ce que m'a dit ce sergent, il m'a dit, ici, on n'a pas d'HIMARS, enfin, il n'y a pas d'HIMARS, everything Russian, il m'a dit, en anglais d'ailleurs.
Il m'a dit everything weapon, everything Russian. Donc voilà, donc c'est un constat que je fais. Hein. Moi, je suis journaliste, je pose des questions, je n'ai vu aucune arme occidentale. C'était essentiellement des duels d'artillerie. Alors peut-être que il existe des missiles, mais quand il s'agit de tenir des lignes de front comme ça, où il y a des objectifs en fait qui sont ces armes russes, les RPG, enfin tout ce qui est armes anti-tank, voilà, c'est pas besoin de l'arme occidentale. Et les Ukrainiens visiblement en ont encore, parce que je peux vous dire, j'ai vu deux trois BMP russes qui ont pris des mortiers de 120 et voilà, donc les Ukrainiens arrivent très bien à faire la même chose. En fait, chacun fait la même chose, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est dans un étau où les uns et les autres ne cèdent pas, ils grignotent parfois des portions de territoire. Là, les Russes, le matin où on y était, avaient récupéré un bout de tranchée. On le voit très bien. Cette semaine, nous sortons le documentaire, donc on a traduit les conversations des Russes au moment où ils progressent, et le matin où on y était, ils avaient délogé à un endroit et ils demandaient à leurs hommes d'essayer de construire des tranchées pour consolider la position prise, et ce n'était pas possible parce qu'il y avait un drone ukrainien au-dessus. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres, mais chacun maîtrise très bien son secteur. Mais en termes d'armes étrangères, ce que je peux vous répondre, c'est que je n'en ai vu aucune. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous, le sommier. Alors, on va profiter de votre question, Adrien Boca, et de l'analyse ou mieux la réponse, voilà, de Régis Le Sommier pour poser une dernière question, cette fois-ci à Gamal Abina, pour nous permettre de passer à notre seconde et dernière thématique de cette édition de Géopolitique Internationale, parce que bientôt, voilà, le temps nous tiendra à la gorge. Alors, pour passer justement à notre seconde thématique, Gamal Abina, avec vous, j'aimerais qu'on évoque le récent discours du président Vladimir Poutine, parce que on parle bien en sujet 1 de ces chars allemands en l'Ukraine. Et donc, le 2 février dernier, donc Vladimir Poutine s'est rendu à Volgograd, donc anciennement Stalingrad, on le sait, pour participer, donc, je le disais, on le disait à l'entame de l'émission, commémoration du 80e anniversaire de la victoire russe dans cette bataille éponyme de la Seconde Guerre mondiale. Gamal Abina, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, au regard du conflit actuel, du contexte actuel, j'allais dire, de ce discours, ce ton de Vladimir Poutine? Simplement, c'est qu'il faut situer rapidement pour que les gens comprennent de quoi on parle. La bataille de Stalingrad, qui est le tournant de la guerre, littéralement, qui oppose les armées russes à von Paulus, qui est donc un très grand général allemand. Cette bataille était une bataille qui était obsessionnelle pour Hitler. Il voulait prendre la ville de Stalingrad. Pourquoi? Pour une question de symbole. C'est-à-dire que sur un plan stratégique, c'était une erreur considérable. Il aurait mieux valu qu'il concentre ses forces et qu'il ne divise pas ses armées en 3 armées différentes, mais qu'il concentre ses forces sur le sud pour récupérer le pétrole à Kursk. Il a préféré concentrer ses forces sur Stalingrad pour les questions purement idéologiques. Et donc cette bataille a donné lieu à un théâtre d'opération extrêmement violent, une ville détruite à plus de 95%, des centaines de milliers de morts, et une logistique russe qui s'est mise en place avec le passage d'un fleuve qui était gelé. Ils ont fait quasi carrément un chemin de fer pour alimenter, sur le plan logistique, les forces russes qui étaient sur place, donc les partisans, ces fameux combattants partisans qu'on ne pouvait pas détecter, mais surtout pour en finir avec une armée qui avait quand même près de 300 000 hommes. Au terme de la bataille, 100 000 Allemands sont faits prisonniers. Stalingrad est perdu parce que la logistique allemande ne suivait pas, parce que les forces de Göring, qui était le chef de l'armée allemande, étaient incapables d'alimenter en matériel, surtout en munitions et en nourriture simplement, les forces sur place. Donc ils ont épuisé littéralement les Russes, sur un coût très élevé, ça leur a coûté très cher en hommes, ils ont épuisé la principale force d'attaque nazie sur le territoire russe. Et cette victoire est obtenue le 2 février 1943. Donc lorsque Poutine fait référence à ça, il fait référence à quelque chose qui avait déjà eu à l'époque, à cette fameuse grande guerre patriotique voulue par Staline, parce que Staline ne parlait plus des soviétiques. Il est revenu sur le caractère russe de la guerre. Il a eu un discours nationaliste pour galvaniser ses troupes, parce qu'il s'est rendu compte que lorsque les Allemands rentrent en Russie, ils ont des percées considérables et massacrent des milliers de personnes. Donc à partir de là, c'est la panique généralisée. Puis après, il a reboosté ses forces en disant aux Russes, en développant un discours non plus soviétique, mais effectivement nationaliste russe, en parlant de grande guerre patriotique. Donc on parle de la patrie russe qu'il faut défendre au prix du sang, comme ça a été la même guerre patriotique face à Napoléon.
Napoléon, c'était beaucoup moins d'hommes, c'était 600 000 hommes. Quand les Allemands vont en Russie, c'est 3,5 millions d'hommes. Donc ça, pour donner à peu près un rapport de force. Et donc, aujourd'hui, lorsque on est quand même, c'est 80 ans après la guerre, c'est quand même pas rien, et qu'on retrouve à nouveau une Russie en guerre face à l'Occident, parce que évidemment les nazis c'était pas seulement l'Allemagne, on réduit beaucoup l'idée nazie à l'Allemagne, c'est quand même les forces de l'Axe, c'est pas seulement l'Allemagne et l'Italie, c'est aussi la Hongrie, c'est aussi la Roumanie, c'est aussi la Bulgarie, c'est aussi beaucoup l'Autriche évidemment, c'est beaucoup de pays qui étaient alliés aux Allemands, dont beaucoup de SS étaient recrutés dans le camp occidental. Et bien cette idée d'une sorte d'Occident comme ça massif qui attaque la Russie, elle aurait ressurgi du côté russe, et c'est bien, Monsieur le Sommier l'a rappelé tout à l'heure, c'est une guerre qui est très psychologisante. Hein. C'est-à-dire que sur l'inconscient collectif russe, cette violence qui leur a été faite quand même avec 26 millions de morts, à peu près on estime entre 25 et 27 millions, donc c'est 26 millions pour la moyenne, eh bien cette guerre a été une violence considérable pour la Russie. Des Ouradour-sur-Ugan en Russie, je le tiens de Yuan Chapoutot, l'historien, c'est un Ouradour-sur-Ugan par semaine. C'est vraiment un bain de sang qui ne s'arrête pas, 600 morts par semaine minimum, et ça montait à des quantités faramineuses. Donc c'est vous dire qu'en très peu de temps, les Allemands ont massacré massivement de population en utilisant toute forme d'armement possible et imaginable. Donc c'était vraiment une guerre sans limite. C'était une guerre vraiment, comme on dit, d'éradication. Et ils voulaient faire du peuple slave un peuple d'esclaves. D'ailleurs, le nom n'a pas de hasard là-dessus. Et cette idée-là, effectivement, quand Poutine va parler à sa population, il leur rappelle ce passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit les enfants, les petits-enfants, mais aussi des gens qui ont vécu cette guerre et qui se souviennent de la douleur que ça a été pour la Russie et du viol et de la violence qu'ils ont subie. Et aujourd'hui, ce sentiment partagé revient. C'est pourquoi d'ailleurs, ça a été rappelé tout à l'heure, les Russes ne croient pas que on ne pousse pas les soldats à la guerre en leur disant allez-y de gré ou de force. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a aussi une mobilisation patriotique qui a été faite parce que effectivement, et c'est là où il faut rappeler l'origine du conflit. L'OTAN n'a pas arrêté de progresser graduellement, un peu comme les nazis à l'époque, jusqu'aux frontières de la Russie. Et en dépit du pacte germano-soviétique signé le 23 août 39, ça n'a pas empêché les Allemands de lancer Barbarossa, d'attaquer les Russes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire confiance. La signature de l'Occident en règle générale, un document signé par l'Occident, on l'a vu avec les Iraniens par rapport aux Américains, et ben on peut se méfier de cela. C'est-à-dire que même la signature d'un papier n'est pas suffisante. La parole donnée ne tient pas. Et les Russes le savent. C'est des gens qui sont d'Orient, ce sont des gens qui ont une parole, qui donnent une parole, qui en règle générale tiennent leur parole, et lorsque cette parole est trahie, à ce moment-là, ça régit très mal. Donc cette mobilisation de l'histoire n'est pas un hasard. Le but, c'est de réveiller la population à l'inconscient collectif russe pour les mobiliser à nouveau face à, effectivement, ce qui est perçu comme une agression de l'Occident et une sorte de qui se répète pas comme il y a 80 ans. Beaucoup pour toutes ces explications. On va à présent passer à notre seconde et dernière thématique de cette édition de Géopolitique Internationale et j'aimerais commencer avec vous, Luc Michel. Alors, Luc Michel, on parle donc à présent de la mobilisation dont on parle depuis quelques jours maintenant déjà, de 500 000 soldats supplémentaires. Justement, la Russie s'apprêterait à faire cette mobilisation. Est-ce que cela voudrait dire qu'il y aurait peut-être un tournant décisif dans ce mois de mars ou le mois de mars prochain? Mais avant, un petit détail, Luc Michel, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur les accords de Minsk. Certains analystes parlent des aveux de Kiev et de l'Union européenne qui confirment, ou selon eux qui confirmeraient l'exactitude de cette opération spéciale qui, comme le dit également Gamal, n'est ni plus ni moins qu'une guerre tout simplement. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, Vanessa, mais j'aurais voulu dire un mot de conclusion sur le sujet précédent, parce qu'on n'a pas du tout parlé de géopolitique. On a parlé de péripéties sur le front, mais pas de l'affrontement géopolitique fondamental. Maintenant, en ce qui concerne les accords de Minsk, c'est une proposition de la Russie pour trouver une solution pacifique à ce qui était en 2014-2015 la guerre du Donbass. Ça a été une erreur stratégique de Poutine. Je me suis opposé à l'époque aux accords de Minsk, puisqu'on s'apprêtait à proclamer des référendums d'indépendance à Odessa, à Kharkov, à Kherson, etc. Et tout a été arrêté pour mettre les accords de Minsk. Les accords de Minsk, qui étaient soi-disant garantis par Paris, Londres et Berlin, en fait, n'ont servi qu'à réarmer l'Ukraine et à préparer la guerre suivante. La Russie s'est fait rouler à Minsk, elle ne sera plus prête à le faire. Maintenant, ce qu'il faut retenir du point précédent, c'est qu'en géopolitique, il y a un affrontement fondamental. C'est celui des puissances maritimes contre les puissances continentales. Puissance maritime, aujourd'hui les États-Unis.
puissance continentale aujourd'hui, la Russie. Il faut pas oublier que la géopolitique, ce n'est pas, comme on le croit souvent, une science allemande. C'est une science qui a été définie au début du 19e siècle par des amiraux britanniques et américains. Et ils ont leur but pour dominer le monde, c'est d'empêcher la puissance continentale d'unifier le monde. C'est-à-dire qu'ils mènent une politique depuis le 19e siècle contre l'Allemagne et la Russie. Tout est résumé par une phrase de Zbigniew Brzezinski dans le Grand Échiquier en 1991. Avec le contrôle de l'Ukraine, la Russie est un empire. Ayant perdu le contrôle de l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. C'est cela qui motive aujourd'hui les Américains. Les géopoliticiens américains, il faut les lire. Ils veulent éliminer la Russie avant la Troisième Guerre mondiale. Je dis bien pas pendant la Troisième Guerre mondiale, qui prévoit en 2050-2070, mais maintenant, entre 2020 et 2040, évidemment ici, c'est ce qui se passe en Ukraine. Ce mot de conclusion, Luc Michel, concernant donc notre première thématique. Et on va donc passer à présent à notre seconde et dernière thématique. Je commence sur ce point avec vous, Adrien Boquet. Alors, cette mobilisation de 500 000 soldats, selon les informations qu'on a eues, est-ce que c'est vrai, selon vous, que la Russie s'apprête ou s'apprêterait justement à faire cette mobilisation de 500 000 nouveaux soldats peut-être pour une autre tournure du conflit du côté de Kiev ou de l'Ukraine? Adrien Boquet. Bien sûr, je suis l'un des seuls, il y a plusieurs mois, à vous l'avoir dit. Depuis, je pense, 2-3 mois, je n'arrête pas de répéter dans tous les médias. Il y a un rendez-vous, là, je vais devoir partir. Est-ce que je sais pas si vous pouvez couper le micro, parce que du coup on a plusieurs micros en même temps. Ouais, allez-y Adrien, allez-y. Pardon. Du coup, ça fait plusieurs mois que je le dis justement, que la guerre qui arrive au printemps va être absolument terrible. Depuis plusieurs semaines, je vous ai précisé qu'il y avait à peu près 150 000 hommes qui étaient sur leur fin de formation, qui étaient entraînés justement au niveau du Lugansk et au niveau de Rostov. Ces hommes-là vont être mis là dans les semaines, dans les jours à venir au niveau de la ligne de front. Et effectivement, on va dire que le régime de Poutine a décidé de passer, on va dire, la deuxième avec ce nouveau recrutement, on va dire, de plus de 500 000 hommes. Ce qui est un nombre considérable. Hein. C'est-à-dire que moi-même, je savais que cela allait arriver, mais je ne pensais pas que un demi-million d'hommes pouvaient être réquisitionnés. Sachant que je tiens à vous préciser que l'armée russe est capable de, entre guillemets, réquisitionner jusqu'à 1 million de réservistes. Ce sont les chiffres donc de l'armée russe. Ils sont capables de mobiliser jusqu'à 1 million de soldats, ce qui est considérable. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays européen, voire peut-être dans le monde, hormis peut-être la Chine et les États-Unis, à pouvoir avoir les capacités de réunir un demi-million, voire un maximum 1 million d'hommes en quelques mois. C'est considérable. C'est-à-dire que déjà avec ces renforts que je vous avais annoncés il y a quelques semaines, qui sont en train d'être positionnés sur les lignes de front justement pour le printemps, en plus de cela, donc il y a un nouveau regroupement militaire donc de 500 000, un demi-million, ce qui est énorme. Là, si vous voulez, on va basculer dans une guerre, dans une nouvelle guerre au niveau du printemps qui va être complètement démesurée. C'est-à-dire que on va avoir, si vous prenez donc les 500 000 hommes plus les hommes qu'il y a déjà actuellement et ceux qui sont mis en place, on va être entre 800 et 900 000 hommes russes. On est presque sur 1 million d'hommes, ce qui est un chiffre considérable. On n'a jamais entendu des chiffres pareils depuis la Seconde Guerre mondiale. Comment va réagir l'Ukraine? Même si l'Ukraine veut réagir en termes d'hommes, elle est incapable. C'est-à-dire que même si elle fait un appel européen à des soldats, à des mercenaires,
elle ne pourra jamais dépasser les 200, 300 000 au grand max. Moi déjà, elle ne dépassera même pas les 200 000 hommes au printemps du côté ukrainien. Donc vous allez avoir un déséquilibre qui va être énorme. Pour vous faire un prorata, dès que le printemps va arriver, vous allez avoir en gros 7 soldats russes contre un soldat ukrainien. 7 contre 1. Comment voulez-vous gagner une guerre à 7 contre 1? Sachant que même en termes matériels, les Russes ont toujours la supériorité. Je vais vous donner des chiffres très simples, parce qu'on parle beaucoup des chars. Les chars Léopard, il y a 30 chars qui sont donnés à gauche, 30 chars donnés à droite, mais c'est dérisoire. Sur la totalité du parc des chars ukrainiens, on était à peu près à 2000 chars. Il y a à peu près plus de la moitié qui ont été brûlés. Donc on a estimé qu'ils auraient encore entre 700 et 1000 chars. Vous savez combien les Russes disposent encore de chars? Plus de 11 000 chars. Donc encore une fois, vous avez d'un côté russe 11 000 chars à disposition contre même pas 1000 chars du côté ukrainien. Quand je parle des 1000 chars du côté ukrainien, dedans, il y a bien sûr les chars occidentaux, les chars Léopard, voilà tout ce qui a été donné. Donc, ça encore une fois, les médias occidentaux n'en parlent pas exprès pour pas montrer les chiffres réels, mais les chiffres réels, c'est ça. On a plus de 12 000 chars côté russe, on a moins de 1000 chars côté ukrainien. Avec ce nouveau, justement, cette nouvelle mobilisation de 500 000 hommes, on va toucher pas loin du million d'hommes contre même pas 200 000 hommes. Donc encore une fois, on va être à 7 soldats russes contre un soldat ukrainien. C'est là où je vous dis que cette guerre qui arrive au printemps va être terrible. Pas terrible pour les Russes, va être terrible pour les Ukrainiens. Quel militaire dans le monde entier veut combattre avec une équivalence de 7 contre 1? Moi, personnellement, je connais aucun militaire dans le monde qui voudrait faire une guerre et combattre un combat avec une supériorité numérique qui est x7, x8. C'est-à-dire que vous allez à la mort assurée. C'est-à-dire que quand vous avez en face un ennemi qui est équipé au niveau matériel plus de 11 fois supérieur, qui est équipé à plus de 8 fois supérieur en termes d'humains, c'est en fait, excusez-moi du terme, c'est une mort assurée. Vous allez à la mort assurément. Donc, malheureusement, Moscou l'avait assuré, l'avait prévenu depuis quelques mois qu'au printemps, l'armée russe allait mettre les moyens pour terminer ou du moins contraindre le régime de Kiev à recommencer les pourparlers, parce que il ne faut pas oublier, et je le répète, au jour d'aujourd'hui, c'est le régime de Kiev qui refuse les pourparlers avec la Russie. Je répète encore, il y a 3 semaines, le président Zelensky a précisé qu'il ne voulait pas pourparler et a précisé mot pour mot que la guerre ne pouvait être gagnée que par voie militaire. Ce sont les mots de Zelensky. Et vous avez la voix de Vladimir Poutine qui est toujours ouvert au jour d'aujourd'hui à la voie diplomatique et à la discussion pour trouver des solutions. Et ça, encore une fois, il faut le dire, il faut le montrer. Nous avons la Russie qui est ouverte à la discussion pour trouver des solutions. Et encore une fois, vous avez le régime de Kiev qui refuse les discussions et qui continue, donc du coup, ces massacres, ces crimes de guerre dans le Donbass et qui continue à envoyer des soldats, excusez-moi, au casse-pipe complètement, alors il pourrait reprendre les discussions avec Moscou et trouver une solution pour trouver des accords et arrêter cette guerre. Vous le savez, moi-même, je veux que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Ça fait 8 mois que je suis ici. Ici, c'est un enfer. Des femmes, des enfants meurent tous les jours dans le Donbass. Tous les jours. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer. Il y a aussi des morts du côté ukrainien. Je ne le nie pas. Je ne l'ai jamais nié. Pour des deux côtés, il faut que cette guerre s'arrête. Mais comment voulez-vous arrêter cette guerre si vous avez un pays, qui est en l'occurrence le régime de Kiev, qui refuse
de discuter et de trouver des solutions. Voilà le problème général aujourd'hui. Donc malheureusement, le régime de Kiev aujourd'hui prend un énorme coup de massue avec cette mobilisation de ces 500 000 hommes. Il faut être réaliste. 500 000 hommes plus qu'il y a là, comme je vous l'ai dit, on se rapproche aux millions. Je vous laisse regarder les statistiques sur Internet par rapport au nombre de soldats ukrainiens. C'est dérisoire. C'est-à-dire que là, on va arriver dans une guerre qui va être terrible au printemps. Je vous le dis déjà depuis 2 mois. Et là, en plus, avec une mobilisation matérielle, terrestre, etc., qui va être dérisoire. Cette guerre au printemps va être horrible pour l'armée ukrainienne et pour les villes et villages ukrainiennes, parce que vous savez aussi que l'armée russe va utiliser, comme je vous l'avais dit, des bombes qui vont être beaucoup plus importantes que maintenant. Il faut préciser que la Russie est sur la retenue depuis des mois, et je le précise. Vous le savez, la Russie aurait pu avoir les moyens de raser l'Ukraine depuis bien longtemps, de raser certaines villes, et même Kiev s'ils le voulaient, ils ne l'ont pas fait. Moscou est sur la réserve. Malheureusement, je pense qu'à partir du printemps, Moscou va ouvrir les vannes, c'est-à-dire que ils vont être beaucoup moins sur la réserve et les combats vont être intenses, terribles, meurtrières, et ça va être un vrai carnage. Vous savez, on est déjà au mois de février, les températures commencent déjà à remonter par rapport à l'année dernière. Février, moi je pense qu'à partir de mi-mars, c'est-à-dire qu'on est à 1 mois et demi, alors je vais plutôt parler 1 mois et demi, on est à 6 semaines du début d'une guerre qui va être totale au niveau du Donbass. Merci Adrien pour toutes ces informations. Alors Gamal Abinan, selon vous, quels pourraient être les possibles enjeux de cette mobilisation et peut-être de ce tournant décisif? Quels pourraient être les enjeux? Ça va être simple, c'est que l'objectif c'est de frapper un coup très fort pour contraindre, effectivement, c'est bien d'être dit à l'instant par Adrien, contraindre la partie ukrainienne à négocier. Alors ils vont frapper très fort pour 2 raisons. La première pour la négociation évidemment, mais la seconde surtout c'est pour montrer que les Russes sont très loin de ce qu'on a annoncé en fin de course, avec peu d'armement, pas de capacité offensive, toutes ces espèces de plaisanteries permanentes qu'on nous annonce d'un pays qui est quand même exportateur d'armes, je le rappelle. Et donc oui, l'objectif c'est de frapper un coup très puissant. Une fois que le choc sera encaissé, évidemment, les Ukrainiens vont commencer à réfléchir. Alors je parle pas de Zelensky parce que Zelensky c'est une sorte de marionnette qui est pas très sérieux en vérité. Quand on connaît le parcours du personnage, on se pose des questions. Non, la question qui va se poser, c'est de savoir est-ce qu'effectivement, une fois qu'on prend un coup violent, l'Ukraine n'a pas intérêt à négocier pour réduire le maximum la perte. Parce que si jamais les Russes poussent leur avantage jusqu'à Kiev, là, c'est catastrophique. Et malheureusement, ça va se traduire par des millions de morts. Si jamais on a jusqu'au bout de la logique, pour l'instant, on est sur des milliers, effectivement. Mais pousser comme ça à l'extrême, ça risque d'aller très loin. Et de l'autre côté, on se rend bien compte que du côté occidental, il y a quelques généraux américains, par exemple, qui commencent à dire que la guerre n'est pas gagnable. Il va falloir envisager peut-être de renégocier, et en même temps, la partie américaine, ça l'arrange. Ça justifie des budgets militaires pharaoniques, ça justifie aussi de vendre des armes aux Allemands, 100 milliards quand même de budget allemand. Ça justifie que M. Macron propose de faire un accroissement des capacités militaires offensives françaises à 400 millions d'euros sur 4 ans. Donc c'est vous dire qu'on est reparti sur une course aux armements. Pourquoi? Parce que, et ça a été évoqué tout à l'heure par notre invité, Sommier, ce qui a été dit, c'est de dire que les Américains ont une obsession. Tous les gens de West Point qui ont été formés en 1976, tous les néoconservateurs qui sont des anticommunistes primaires et qui ont gardé ce l'anticommunisme, se disent on doit absolument reconstituer, radicaliser la partie est du monde qui était anciennement communiste, dont les Chinois sont toujours communistes officiellement d'ailleurs, il faut le rappeler, et qui ne sont pas tombés sous le giron occidental ultralibéral. Donc ils ont décidé, parce qu'il y a un logiciel comme ça qui est en place, de se dire on va reconstituer cela, parce que finalement l'hydre islamiste, ça n'a pas duré longtemps, ils ont écrasé quasiment toutes les rares résistances islamiques, et puis dans tous les cas, le monde musulman n'est pas un monde très très militarisé, ils n'ont pas les moyens industriels, ils ne savent pas produire leurs armements, donc ils se sont dit bon, c'est
cette idée de l'islam politique, d'une internationale terroriste, ça n'a pas bien marché, ça n'a pas duré longtemps. Il faut retrouver un ennemi à notre hauteur, qui soit capable de répondre aux moyens offensifs qu'on met en place, et le seul ennemi possible, c'est les Russes et les Chinois. Alors les Chinois, surtout sur le théâtre de guerre économique, et on voit bien que les tensions sont ravivées avec la Corée du Nord, puisque la Chine soutient la Corée du Nord, et surtout Taïwan. Donc là, il y a une tentative de Nancy Pelosi, pareil, 80 ans, qui est de l'ère de la guerre froide, c'est le personnage de la guerre froide dont on parle. Le président américain, c'est un vieux monsieur, 80 ans, elle aussi. Tous ces gens-là ont un logiciel très ancien. C'est que quand ils ont 50 ans, la guerre froide vient juste de s'achever. Toute leur vie, ils n'ont vécu que pour cela. Et donc les généraux, les néoconservateurs, les dirigeants américains actuels sont dans une perspective de confrontation militaire et de relance de la course aux armements. Donc c'est ce qui fait que lorsque les Russes vont frapper un grand coup, ils vont montrer aux Américains, on arrête la plaisanterie, on siffle la fin de la récréation, parce que nous sommes capables aussi de mobiliser, ils le font, nous sommes capables de frapper un grand coup et nous serons capables d'écraser l'armée ukrainienne, ou du moins ce qui va en rester. Donc c'est ça qui est à craindre aujourd'hui, et je pense que cette offensive de printemps, elle est attendue par tous, il n'y a aucune surprise là-dessus. Les offensives de printemps, c'est traditionnel dans les armées. Et bien, quand elle va démarrer, cette offensive de printemps aura des conséquences lourdes. Et vous aviez parlé tout à l'heure de Stalingrad, c'était la fin d'hiver quasiment, on se rapprochait de la fin d'hiver, le 2 février, les Allemands sont défaits. À l'Ukraine, le 24 février, c'est une symbolique forte, et peut-être que le 15 mars, le mois de la guerre, c'est le fameux dieu Mars des Grecs, sera encore une fois peut-être une symbolique, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'au 1 an de la guerre, je pense que le 24 février de cette année, il va y avoir un démarrage d'offensive extrêmement violente, qui risque de, ce démarrage va être violent, donc qui risque effectivement de coûter très cher aux Ukrainiens et de porter le doute dans l'esprit des Occidentaux. J'en veux pour preuve, le Vietnam, les Américains en 75 ne s'attendaient pas à être défaits de cette façon face à des paysans soutenus par les Chinois. Et bien là, c'est pareil. Je pense qu'en Ukraine, les forces ukrainiennes seront défaites avec un lourd tribut, malheureusement payé, des milliers de morts en plus. Pourquoi? Pour une guerre qui, de toute façon, ne peut pas être gagnable par la partie ukrainienne ni par la partie occidentale. Gamalabina. Alors, Luc Michel, on parle donc d'une mobilisation de 500 000 nouveaux soldats. Alors, ces conscrits pourraient être utilisés dans une série d'offensives au printemps et à l'été dans le sud et l'est du pays, mais selon vous, Luc Michel, dans quel objectif précisément? Écoutez, plus la guerre va durer, plus les buts de guerre de la Russie vont être importants. Ce que la Russie veut, c'est la récupération de ce qui constituait la Novorossia avant 2017, c'est-à-dire il reste Odessa et Kharkov et reprendre Kherson. C'est cela. Les Américains ont fait un mauvais calcul. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont perdu 27 millions de citoyens. Les Américains ont perdu 350 000 hommes sur les deux théâtres d'opération européens et du Pacifique. Il n'y a pas photo comme on dit. Actuellement, le rapport de force, c'est une Ukraine où il reste environ 35 millions de citoyens et dont plus de 60% est constitué de populations qui ne sont pas ethniquement ukrainiennes. Hongrois, Roumains, Polonais et Russes évidemment pour plus de la moitié. Face à cela, il y a 120 millions de citoyens russes, donc mathématiquement la Russie va gagner. La guerre aujourd'hui, c'est une question de puissance démographique et industrielle. Lorsqu'il y a la première défaite nazie en 1941 devant Moscou, déjà à ce moment-là, les usines soviétiques dans l'Oural produisent plus de chars et d'avions que toute l'Allemagne réunie. Le rapport de force ne sera jamais inversé pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Ukraine va perdre la guerre. Plus Zelensky va se maintenir au pouvoir, plus il va suivre les mauvais conseils des Américains, plus évidemment il va conduire son pays à la destruction néant. Je vous ajouterai quelque chose. Vous savez que moi je suis pro-russe. Je veux la disparition de l'État ukrainien parce que jamais la Russie ne sera en paix. Il faut que la Russie reprenne le contrôle de la Novorossia, des territoires et des populations qui sont ethniquement russes. Et voilà la conclusion. Donc la Russie, évidemment, va gagner la guerre et l'Ukraine va disparaître. Conclusion, j'allais justement vous passer la parole, chers invités, pour votre conclusion concernant ce sujet également. On va commencer avec vous, Adrien Bocquet. Alors, un mot de fin pour sortir concernant cette thématique. Bien sûr. Juste petite précision, c'est dommage que Régis Sommi est parti. Je voulais juste lui préciser, bon, il ne pouvait pas le savoir,
quand il dit qu'il n'a pas été témoin comment dire, d'armes occidentales, s'il en a été, mais malheureusement, il n'avait pas les moyens de le voir. Pourquoi je vous dis ça? Il a été dit lui-même qu'il recevait énormément d'obus au niveau de l'artillerie, etc., au niveau de la ligne de front, etc., ce qui est logique. À savoir que 75% des obus utilisés par l'armée ukrainienne sont des obus de fabrication américaine et occidentale, de 155 mm ou 122 mm. Mais effectivement, Régis Le Sommier ne pouvait pas analyser les morceaux sur place vu qu'il était bombardé. C'était juste pour cette petite précision. Deuxième petite précision, je pense que je vous l'avais déjà montré. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est l'unité des vétérans. La fameuse unité que Régis Le Sommier vous a parlé tout à l'heure. Bon, il n'est pas là, je pense qu'il regardera le replay. Je travaille avec cette unité depuis 3 mois. Et je voulais lui dire que justement, j'étais au courant et j'ai participé à sécuriser les 10 jours où il était là sur place, comme je l'avais dit la dernière fois. Bon, il était pas au courant, mais il va l'apprendre maintenant. Donc c'est l'unité, c'est une unité spéciale, ce qu'on appelle les vétérans de Poutine. Je sais pas si vous voyez bien, qui est une unité très spéciale. Régis Le Sommier donc a passé 10 jours avec les soldats justement de cette unité que je connais très très bien. Donc je sais très très bien ce qui s'est passé. C'est pour ça que je lui ai posé les questions par rapport à ça. Mais voilà. Deuxième chose, et je vais me permettre donc du coup de parler pour lui. Régis Le Sommier sort donc du coup un reportage là dans quelques jours. J'invite tout le monde à aller regarder parce que c'est l'un des rares reportages, on va dire du côté russe, d'accord. Même s'il y a certaines choses où je ne suis pas d'accord avec Régis Le Sommier. Régis Le Sommier reste quand même un reporter de guerre, un très bon reporter de guerre mondial. J'espère qu'il regardera ce que je suis en train de dire. Et effectivement, il a passé donc 10 jours avec une unité très secrète, très rare, que vous pourrez découvrir. Et surtout, ça va permettre à toutes les personnes de découvrir donc le côté russe et plus que le côté ukrainien. Donc voilà, je me permets de parler pour lui parce que je pense qu'il aurait dit la même chose s'il était présent. Et sinon, pour le mot de la fin, comme je vous l'annonce depuis quelques mois, d'ici quelques semaines, on va dire d'ici 6 semaines, et effectivement après le 24 février, la guerre va être terrible. Et effectivement, je pense qu'il va avoir comme un petit coup de massue à partir du 24, comme un nouveau départ, comme une nouvelle offensive à partir du 24. Alors il y aura peut-être quelque chose de symbolique à partir du 24, mais n'oublions pas qu'il faut quand même que les températures remontent, que les lacs dégèlent pour vraiment permettre à l'armée russe de faire l'offensive qui est prévue. Donc février, vous comptez fin mars, un maximum fin mars. Et là, malheureusement, et la seule possibilité d'éviter tout cela, ça serait que le régime de Kiev accepte les pourparlers. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Vous le savez que vous et moi, nous souhaitons qu'il y ait des pourparlers pour arrêter cette guerre. Mais malheureusement, si cette guerre continue dans ce sens, comme l'a dit Monsieur Abina, il l'a très bien justifié, actuellement, on a des milliers de morts. Je pense qu'on va même pas passer à des centaines de milliers de morts. On est capable de passer par des milliers de morts à des millions de morts. Vous voyez, de pas faire un entre-milieu. Et ça serait une escalade terrible, mais inévitable si le régime de Kiev reste borné par rapport à ça. Voilà. Et sinon, je vous remercie beaucoup encore d'être là. Merci. Merci beaucoup pour toutes vos analyses et toutes ces informations. Voilà, Gamal Abina, un dernier mot pour sortir alors cette escalade inévitable. Vous le disiez tout à l'heure, si le régime de Kiev finalement acceptait les pourparlers, la table de négociation, peut-être c'est trop rêvé que de penser à cela. Est-ce qu'il pourrait avoir une chance? Est-ce qu'il pourrait y avoir une chance, Gamal Abina, finalement? Oui, il y aura une chance. De toute façon, j'avais oublié une chose, c'est que la négociation avait commencé dès le début de la guerre en Turquie. C'était Ankara qui avait joué l'entremetteur. Les Ukrainiens avaient accepté la négociation, sauf que les Anglais ont envoyé une délégation pour dissuader l'Ukraine d'accepter les termes du débat. Donc ça a été une rupture qui a été téléguidée. Alors, évidemment, Zelensky n'est pas un homme politique, c'est un ancien acteur qui est pas très malin d'ailleurs, et qui est tombé dans le panneau. Maintenant, je vais dire simplement, c'est que oui, il va y avoir une négociation, mais ce sera fait sur un rapport de force favorable aux Russes. Pourquoi? Parce qu'on ne négocie pas dans un rapport de force défavorable avec des doutes. Ils vont reprendre pas mal de villes. Il y a eu Zaporozhye qui est en jeu, Kherson. Il y a tout un tas de villes comme celle-là qui sont des théâtres de points de fixation par rapport à la négociation.
Et je pense que ce qui va se négocier, ça va être la perte de l'Est et du Sud, c'est évident, mais en même temps, c'est une démonstration de force que les Russes vont produire. C'est-à-dire qu'ils ne font pas seulement, ils auraient pu faire une guerre massive et sans pitié, c'est pas ce qu'ils font. Ils sont en train de faire une guerre relativement ciblée en voulant détruire l'armée ukrainienne, ce qui est un début des guerres, faut pas le rappeler. Et comme le disait très justement Luc Michel, plus on avancera dans la guerre, plus le confort militaire russe va s'installer et plus les ambitions russes de conquête de territoire vont grandir, c'est logique. Et c'est vrai que l'Ukraine, pas oublier que la Pologne, effectivement, dans le nord, l'orne sur quelques territoires qui étaient à l'origine polonaise, faut pas oublier que ces parties étaient polonaises, que effectivement les Magyars du côté de la Hongrie ou d'autres territoires comme ça ont aussi quelques prétentions territoriales, donc l'Ukraine risquerait d'être démembrée. Je ne sais pas si on en arrivera jusque-là. Évidemment, avec cette offensive qui arrive au printemps, ce sera tellement violent et tellement rapide et tellement radical que les Ukrainiens vont discuter au bout d'un moment, parce que vous savez, c'est pas très compliqué. Hein. Plus vous envoyez d'hommes à la bataille, plus il y a de morts, évidemment, et plus moins vous avez d'effectifs. Plus vous envoyez de matériel à la bataille, plus ils sont détruits et moins ils ont le moyen de s'en sortir. Et puis, encore une fois, je le dis depuis le début, l'Occident, qui fait semblant de soutenir, mais qui soutient du bout des lèvres, propose d'envoyer 300 chars. C'est vrai que ce chiffre est ridicule. 300 chars, c'est une espérance de vie d'un mois si jamais ils sont exposés. Donc j'espère effectivement que cette offensive donnera lieu, j'espère vraiment qu'elle donnera lieu à une négociation directe et qu'on sorte de ce conflit. Parce que encore une fois, et je le répète toujours, les dindons de la farce, c'est toujours les populations civiles, c'est toujours les peuples. Les peuples ne veulent pas la guerre. Si vous, que ce soit côté russe ou ukrainien, si vous faites un référendum, vous répondront non, on n'en veut pas de cette guerre. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la radicalisation des positions et la durée dans le temps fait que les Russes ont tout intérêt à arrêter cette guerre rapidement, parce qu'ils sont encore dans une position de force, et que les Ukrainiens ont tout intérêt à l'arrêter, sinon ils perdront leur territoire. Le pays n'existera plus, c'est vrai. Et dernière chose importante, la guerre économique a été un échec pour l'Occident, et là, ils vont devoir montrer la guerre militaire, donc équipée du matériel de haute technologie ukrainien, qui sera peut-être pas le mieux venu. Aujourd'hui, on est revenu sur une guerre du XXe siècle, la vieille guerre du XXe siècle, avec la massification des bombardements, la massification de l'utilisation des chars et des avions, mais on n'a pas besoin de haute technologie pour en finir avec une armée, et on se souvient, c'était dit tout à l'heure par Michel très justement, les Allemands avaient les meilleurs Panzer au monde, ça n'a pas empêché les Russes de les écraser, puisque le nombre l'emportait du côté russe. Le rapport de force a toujours été de 1 pour 10, les Allemands ont été prétentieux, ont cru y arriver avec un rapport de force ultra technologique, parce qu'ils étaient les plus avancés sur un plan technologique, ça ne les a pas empêchés de s'effondrer jusqu'à Berlin. Donc c'est ce qui risque de se produire aujourd'hui. Je pense qu'on n'ira pas aussi loin, il y aura forcément un arrêt à un moment donné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut espérer que cette guerre s'arrête au premier semestre du printemps. Merci beaucoup pour toutes ces analyses et explications. Luc Michel, on sort avec vous. Écoutez, la guerre est une stratégie, mais moi je ne crois pas que la solution c'est dans des négociations. La solution c'est devant une défaite militaire absolue de Kiev. Ça fait 8 ans que le régime de Kiev sert de plateforme d'agression contre la Russie. Lorsque Poutine a déclenché l'opération spéciale en février 2022, les Ukrainiens développaient des armes nucléaires et bactériologiques et biologiques dans des laboratoires secrets. Il faut désamorcer le danger ukrainien. Et évidemment, ça suppose une victoire militaire totale. Vous savez, en 1945, on n'a pas négocié avec Adolf Hitler, on a pris Berlin. C'est cela dont on se souvient à Moscou et dont on doit se souvenir. On fait la victoire de Stalingrad, il faut fêter la victoire de Berlin en 1945. Luc Michel, merci Gamal Abina, Adrien Bocquet, Régis Le Sommier, merci à tous les quatre d'avoir davantage éclairé notre lanterne concernant ces questions hautement géopolitiques ce matin dans le cadre de l'émission Géopolitique internationale. Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de Hormita, Adrien Bocquet, journaliste de guerre, Gamal Abina, internationaliste, analyste des questions internationales, Luc Michel, géopoliticien. Merci une fois de plus, chers messieurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre bien aimable attention. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci également à toute l'équipe technique de ce matin, notre réalisateur Nathan Daye et surtout à toute la rédaction d'Afrique Média. Portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média.